moitié homme et moitié poussière, le plus valeureux des psychers. Harryman, Harryman, t'es dans le top métagame, comme un arc-en-ciel dangereux, violet, rose, vert, jaune et bleu. Harryman, Harryman, frisbee qui font les cieux, les forces du mal, Taurus Lupercal. Harryman, Harryman, tu en feras tes alliés, comme un petit sorcier trublion, il a condamné sa légion. Harryman, Harryman, t'as vraiment fait de la merde. Dans la médiathèque interdite, il feuillette du pornographique. Harryman, Harryman, faudrait pas arrêter conneries. Nul QG ne peut égaler ta grosse chatte et tes G2D. Harryman, Harryman, maintenant t'es invité sur Ural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne. Harryman, Harryman, héros de la ruralité, moitié homme et moitié poussière, le plus valeureux des psychers. Harryman, Harryman, t'es dans le top métagame. Et bonjour à tous mes très chers amis du Wargame, pardonnez-moi encore une fois ce générique quelque peu cavalier, mais j'ai bien conscience que la plupart des gens qui m'écoutent sont des vieux cons, donc tout le monde a 40 ans aussi, et je pensais qu'un petit hommage à Bernard Minou serait de bonne aloi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau C'est notre projet. Eh bien oui, encore un. J'ai reçu pas mal de commentaires par rapport au dernier. Les mecs me disent tout le temps, mais arrête de faire des C'est notre projet, parce qu'à chaque fois on est saucé pour acheter des figurines, pour rompre avec notre planning de peinture et pour se lancer corps et âme dans un nouveau projet. En plus, comme un connard, tu t'auto-hype pendant que tu enregistres tes émissions. Et c'est bien vrai, parfois je m'auto-hype, mais je n'en ai pas assez. J'en veux plus aussi, j'embraye directement sur un C'est notre projet, et encore une fois un C'est notre projet qui va tourner autour du chaos. Donc là on est vraiment dans le thème, hein. Game Workshop nous avait annoncé un printemps du chaos. Résultat, t'as 3 pauvres figurines en guise de nouveauté, et dans le lot il y a même des espèces de labrador momies avec des canons dans le cul. Eh bien moi je vous offre un véritable printemps du chaos, c'est-à-dire un printemps des idées, un printemps de l'hérésie. Ah non merde, on est en été, c'est pas grave, je vous offre quand même un printemps du chaos estival. Donc c'est nouveau, c'est notre projet spécial chaos, sauf qu'ici on va un peu resserrer notre champ de vision sur le Panthéon. Par le Panthéon, j'entends tout simplement les 4 grandes puissances de la ruine, autour desquelles s'assemblent 4 armées assez récentes, donc World Eaters, Death Guard, Thousand Sons et Emperor Children. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc ces armées relativement jeune, d'office on peut dire que c'est une belle réussite quand même de direction artistique, à laquelle quand même j'ai un reproche un peu qui tourne autour de la timidité. Bah ouais, je trouve ces gammes un petit peu trop timides, tout simplement parce que j'ai lu beaucoup de choses à leur sujet. Si on en reste par exemple sur des ouvrages un peu à rallonge comme le Siège de Terra, les mecs, à la fin du Siège de Terra, les World Eaters, ce ne sont plus que des animaux. C'est-à-dire que les mecs, par exemple les Imperial Fist, là sur les dernières lignes de défense, ils assistent médusés à une horde qui déferle en face d'eux. Ils décrivent ça comme des espèces de grosses vaches en armure. Alors, en gros, c'est Interville, quoi. C'est des vachettes d'Interville, mais avec une armure énergétique. En gros, les mecs ont tellement fusionné à la fois avec leur déité, avec le warp, avec en gros tout ce qui fait le chaos, que ce ne sont plus que des énormes bêtes sauvages. Bon, quand on regarde un kit actuel de World Eaters qui est censé représenter en fait des berserkers
10 000 ans plus tard, c'est-à-dire 10 000 ans plus tard, ça donne lieu à toutes les déviances possibles. Ben, moi, je trouve ça un peu timide. On a juste, en fait, le sentiment d'avoir des Space Marines un peu plus ornementés, façon chaos. Mais voilà, moi, globalement, dans toute cette gamme, pour chacune de ces 4 factions, j'ai quand même un petit sentiment de timidité. J'estime que ça aurait pu être mais nettement plus bestial pour les World Eaters, dégueulasse pour la Death Guard, vicieux pour les Emperor Children et magique pour les Thousand Sons. Franchement, ces gammes, pour moi, elles ont été prudentes. Ça n'enlève rien à leur réussite globale. On a quand même affaire à de la très belle figue. Cependant, eh bien, on s'aperçoit bien vite que ces gammes de figurines, elles sont assez resserrées, dues majoritairement à leur âge peu avancé. On a en fait dans cette gamme de figurines assez peu de variété. On va noter également une absence cruelle de véhicules thématiques, de cavalerie, de châssis super lourds. Tout ça, en fait, on en rêve. On rêve par exemple d'une espèce de véhicule d'assaut World Eaters avec des scies circulaires partout. On rêve de véhicules anti-émeutes en Emperor Children qui auraient des espèces de canons soniques sur... Ça, pareil, c'est des trucs qui vous sont décrits, en fait, dans les écrits de l'Horus Heresy. Et là, on se dit, ah merde, 10 000 ans plus tard, on les a toujours pas pour les intégrer dans nos armées. Donc tout ça, finalement, on en rêve. Mais bon, ce qu'il y a bien un truc à retenir concernant ces 4 gammes, c'est que ces gammes, eh bien, elles ont de l'avenir. Elles sont jeunes. Donc forcément, elles ont de l'avenir. Là, on n'est pas en train de parler des guerriers aspects d'il y a 25-30 ans. Là, on part sur un truc vraiment durable. Donc en fait, quel que soit le projet mené à propos de ces 4 factions, honnêtement, il pourra durer dans le temps. Il n'y a aucun problème. Mais ça commence à traîner tout ça. Et au final, c'est peut-être la vraie grosse déception de cette V10. Le printemps du chaos, honnêtement, on a du mal à le trouver. Finalement, le printemps du chaos s'est résumé à une sortie massive de codex et à un petit trimestre dédié dans les White Dwarfs. Mais en termes de nouveautés, c'est clair qu'on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et quand je me mets à la place d'un joueur World Eaters, c'est vrai que ça fait un peu mal. On aurait pu s'attendre à une belle petite déferlante, à de la cavalerie sur Juggernaut, à des nouveaux QG, j'en passe et des meilleurs. Tout reste à faire concernant ces gammes. Eh bien, c'est exactement le sujet de l'émission d'aujourd'hui. S'il y a une de ces factions qui vous sauce réellement, et que vous avez un peu de plomb dans l'aile par rapport à la gamme de figurines, eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour, malgré tout, construire la chose intelligemment et en tirer naturellement le maximum de plaisir. Cependant, dans ce panthéon, il y a une exception. Et cette exception, eh bien, c'est la Death Guard et son opulence. Parce que là, on n'est pas du tout dans la même cour en matière de gamme de figurines. En Death Guard, on est gâté pourri, mais surtout pourri. On a une gamme à se mettre sous la dent véritablement énorme, qui, elle, finalement, ne connaît aucune carence. Que vous voyez, les Terminators, ok, il y a 2 kits différents. Si on parle de véhicules, on a les Méphitiques, les drones qui sont en fait déclinables en 3 versions, les Plague Burst Crawlers, bref, on est véritablement pourri gâté, sans compter le nombre de QG proprement incroyable. En Death Guard, on est pourri gâté. Donc du coup, cette émission là du jour, eh bien je vais faire l'impasse sur la Death Guard parce que nul doute que je finirai par en parler. Après tout, c'est une armée que je suis en train de peindre, de construire jusqu'à arriver à peu près 3500, 4000 points. Donc, naturellement, je vais finir par y revenir. Donc, pour aujourd'hui, on esquive la Death Guard, tout simplement parce que la Death Guard est 10 fois mieux lotie que les autres. Et donc, on va commencer par parler un petit peu de tous ces codex récemment sortis. Je vous propose tout simplement un petit zapping. Je ne vais pas aller en détail sur ces codex, tout simplement parce que je ne les trouve pas follement intéressants. Tout le monde, enfin là maintenant on ne parle plus que de 3 factions, vous l'aurez compris, tout le monde dans ces 3 factions suit plus ou moins le même modèle. Donc dans ces codex, vous allez généralement retrouver un détachement générique, un détachement qui va tourner autour de la troupaille, un autre autour des personnages, un autre autour des véhicules et monstres et un autre autour des élites. Donc
Finalement, ces codex s'articulent tous sur le même modèle et l'éditeur, eh bien, il a fait justement un maximum de travail pour vous proposer une expérience de jeu la plus variée possible avec une gamme de figurines réduite. Et ben, en fait, ce travail, il faut avouer qu'il l'a quand même assez bien fait. Commençons avec nos amis les corneux, donc les World Eaters. Donc la règle d'armée, elle est toujours la même. Ce sont les bénédictions de cornes, donc ce fameux petit casino de dés que vous allez lancer à chaque début de tour et qui va aboutir sur des résultats différents. Honnêtement, cette mécanique, elle est toujours sympa. Je trouve que contrairement à beaucoup d'autres règles dans le jeu, elle réintroduit en fait cette part d'aléatoire. Et pour moi, cette part d'aléatoire, elle devrait être pratiquement systématique dès lors qu'on parle de puissance de la ruine. Bon, ça n'a pas empêché tout le monde de râler lorsqu'a été en fait dévoilé ces nouvelles règles. C'est vrai que les gars se sont rendus compte que ah merde, on n'a plus d'advance charge, on n'a plus de feel no pain. Bah ça, les mecs, j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude. Hein. Tout ce qui est mécanique de résilience comme les feel no pain, ça a tendance à se faire la malle au profit de mécaniques de jeu qui tournent plus autour de l'attrition. Donc l'advance charge, elle reste quand même disponible uniquement via stratagème par exemple, tandis que le feel no pain, eh bien, on ne l'a plus. Bon, 2 ou 3 semaines plus tard, on se rend compte que c'est une armée qui gagne des grands tournois. Donc comme d'habitude, ça a râlé véritablement avant même de savoir ce qu'il en était. Donc, du côté des détachements, ça suit un peu cette espèce de généalogie générique que je vous ai décrite, hein, donc autour des troupes, des persos, des véhicules et blablabla. Cependant, j'ai noté quand même un détachement qui pour moi ressort largement au-dessus des autres, c'est le Cult of Blood. Celui-là, il est vraiment très sympa. Il va consister à assembler des zélotes du dieu du sang, c'est-à-dire l'équivalent des cultistes. Donc ça va être les Jackals et les Goremongers en World Eaters, deux kits très sympas au demeurant. Et donc ces petits pimpins là, ils vont se mettre à synergiser avec tout ce qui va être gros. Donc tout ce qui aura les mots-clés monstres, titaniques, etc. Et donc les règles, elles tournent complètement autour de ça. Elles tournent autour en fait du culte que vous, ces simples péons, autour de vos grandes idoles du dieu du sang. Donc derrière ça, on peut s'imaginer une espèce d'armée gigantesque, par exemple, où vous auriez à la fois en gros 2 princes démons et 2 Throne of Skulls, ces véhicules absolument gigantesques. Donc celui-là, honnêtement, en termes de détachement, c'est celui qui me paraît le plus fun. Cependant, il réclame un besoin énorme en figurines. Donc c'est peut-être pas finalement le meilleur plan. Donc ensuite, vous allez trouver un détachement véhicule, hein, comme dans tous ces nouveaux codex du chaos. Un détachement qui tourne autour des Berserkers. Alors là, c'est simple. Vous pouvez en aligner 80 dans la même liste. Hein. Je pense que typiquement, c'est ça qui gagne des tournois. Et ensuite, un détachement possédé, donc les fameux 8 Bounds, qui est ennuyeux comme tout. Bref, dans tout ça, on se fait un peu chier. Honnêtement, quel que soit le détachement, le gameplay est assez pauvre. Pour moi, finalement, celui qui a introduit le plus de fraîcheur, c'est celui qui tourne autour des zélotes, donc le Cult of Blood, et également celui qui tourne autour des véhicules. Parce qu'honnêtement, ne serait-ce qu'avec de simples rhinos, vous avez quand même pas mal de trucs sympas à faire avec. Donc cette gamme World Eaters, elle est pauvre et du coup elle aboutit sur un codex assez pauvre. Donc je fais l'impasse sur l'écriture de tout ça, mais sachez néanmoins que c'est quand même bien écrit et que tous ces détachements demeurent absolument jouables. Mais globalement, on va pas se mentir, on veut plus. On veut des Terminator World Eaters, c'est-à-dire les Red Butchers. On veut absolument la cavalerie Juggernaut. Hein. On a un personnage sur Juggernaut et il a personne à mener, c'est un peu con. Et on veut au moins une machine de guerre. Et quelque part, pourquoi pas pousser également la partie Jackals, Goremongers. Bref, finalement, une partie qui nous rappelle quelque part ce qu'avaient été les maraudeurs du chaos. Que ce soit dans le vieux monde ou à Age of Sigmar, on avait l'habitude de voir des guerriers du chaos évoluer aux côtés d'espèces de sauvages bodybuildés. Franchement, à 40 000, je trouve que ça pourrait le faire, quoi, d'avoir des troupes à poil, là, vraiment sacrifiables en World Eaters. Si j'étais directeur artistique de la chose, c'est vers ça que j'irais.
Penchons-nous maintenant un petit peu du côté des Thousand Sons, donc un codex un peu plus riche que celui des World Eaters, cependant on reste un peu confronté au même problème. Donc les Thousand Sons, il y a une petite surprise en fait au niveau de la règle d'armée, c'est que on retrouve quelque part une phase psy mais maquillée, c'est-à-dire une phase psy qui ne dit pas son nom. Ça se déroule avant la phase de tir, ça consiste à balancer des sorts, donc quelque part on retrouve ce qu'avait été la phase psychique en V9. Eh bien, on va retrouver également ce qui faisait quelque part le défaut de cette phase psychique, parce que actuellement affronter les Thousand Sons, c'est affronter une grosse phase de magie suivie d'une grosse phase de tir. En gros, moi, tout ce qui m'avait fait déprimer en V9, c'était vraiment pénible. Putain, c'était vraiment 2 phases successives durant lesquelles tu subissais. Bon là, les mécaniques psy, elles ont été simplifiées. Mais il n'en reste pas moins que désormais, toutes vos unités Psykers, c'est-à-dire la quasi-intégralité finalement de votre armée Thousand Sons, va faire des jets de sorts psychiques. Et parmi ces sorts psychiques, on trouve des trucs véritablement très très impactants, conjointement avec une puissance de feu au tir qui fait définitivement flipper. Donc je suis pas sûr que ce soit forcément agréable à affronter tout ceci. Je vous dis, en V10, j'ai pas eu l'occasion de les affronter, mais en V9, putain, à chaque fois, c'était la punition, quoi. Dans ce codex, donc je vais pas faire encore une fois le tour de tous les types de détachements qui se proposent à vous. Honnêtement, on est toujours sur le même modèle, mais dans le lot, il y a un petit détachement très sympa, c'est le détachement qui tourne autour des Tsangors. Honnêtement, celui-là, il est vraiment séduisant. Les règles sont originales. Du côté list building, ça va vous pousser pas mal à jouer des monstres et des rejetons, c'est-à-dire que vous allez aligner dans cette liste pas mal de mutalites à vortex, par exemple, et pas mal également de chaos spawns d'enfants du chaos. Honnêtement, les synergies sont originales. Les Tsangors, c'est une gamme en figurines que moi j'aime beaucoup. En plus, c'est une gamme assez riche, parce que vous avez des persos, vous avez des Tsangors sur disque, vous avez des Tsangors à pied. Tout ceci, ça peut donner naissance à une armée très sympa. Donc du côté du gameplay de ce codex, on va être plus varié que le World Eaters, mais là encore, on se retrouve confronté à quand même un énorme manque de figurines. Donc encore une fois, j'ai envie de dire, pourquoi pas justement pousser cette partie de Tsangors à l'avenir, et pourquoi pas surtout avoir plus d'occurrences de véritables monstres comme la Mutalite, qui est une figurine exceptionnelle. Quelque part, on aimerait avoir une deuxième option dans ces gros châssis qui semblent tout droit sortis du trou du cul de Zinj, quoi. C'est parfait. Et pourquoi pas également des déclinaisons de véhicules, mais qui là, en fait, essaieraient de combiner la puissance blindée avec la puissance magique. Donc là, du côté sculpture, il y a moyen de se lâcher, quoi. Donc tout ce qu'on a eu de nouveau à se mettre sous la dent, ce sont les automates machin truc, là. Ça, j'en veux pas. De toute façon, je vais même pas en parler pour la suite de l'émission. Passons maintenant au dernier né de cette gamme assez riche, ce sont les Emperor Children, naturellement, donc les plus jeunes parmi le Panthéon. Donc là, naturellement, la gamme en figurines resserrée, elle est tout à fait légitime parce que ça vient de sortir. Mais à vrai dire, elle n'est pas plus pauvre que par exemple une gamme World Eaters, ce qui est bien dommage et assez illogique de la part de l'éditeur. Bon, du côté gameplay, Emperor Children, les joueurs de Khorne finalement se sont rendus compte que pas mal de trucs leur avaient été enlevés et ça concernait surtout la mobilité archi agressive. Et bien cette mobilité, c'est chez Slaanesh qu'on va la retrouver. Leur vitesse va être au cœur de tout, au détriment de la résilience, parce que là, on va parler tout simplement de la faction Space Marine, toute catégorie confondue, la plus fragile. C'est simple, dans chacun des détachements qui vous seront proposés, vous ne trouverez aucune mécanique de défense. Donc on fait face à un gameplay façon Glass Cannon qui est assez singulier dès lors qu'on joue en Astartes. Donc on va vraiment être là-dedans. L'archi-mobilité, également la troupe infiltrée, et honnêtement sur le papier ça fait peur. Honnêtement, les Emperor Children, ils vous arrivent dans la gueule à une vitesse absolument terrible. Dans ce nouveau codex qui regroupe à peu près la même généalogie que les autres, il y a un détachement qui sort du lot, c'est le détachement
coterie. Et à vrai dire, c'est un détachement qui, à l'heure actuelle, est en train de gagner beaucoup de tournois. Le gameplay s'articule autour d'une forme de pari. C'est un pari d'attrition que vous allez devoir faire à chaque début de tour. En gros, vous allez vous dire, ok, ce tour-là, je bute 3 unités. Et si vous êtes au-dessus, vous allez gagner plein de bonus. Et par contre, si vous ratez ce pari, eh bien, c'est votre Warlord qui va en faire les frais parce qu'il va prendre des blessures mortelles. Donc en fait, tout ça, ça ressemble à un pacte démoniaque conclu avec Slaanesh qui, s'il n'est pas honoré, va vous retomber sur le coin de la figure. En tout cas, ça gagne des tournois, tout ça, parce qu'apparemment c'est très fort. Les bonus que ça vous donne, honnêtement, c'est délirant. Ça passe partout, hein. Ça va être du sustain, du létal, de la reroll D1 à la touche, à la blesse, et en dernier lieu, des critiques qui vont se déclencher sur du 5. Donc là, ça fait de vos emports Children potentiellement de vraies bêtes, hein. Ils vont cogner plus fort peut-être que du World Eater. C'est assez incroyable. Les bonus, si vous arrivez bien à cumuler vos paris, ça va devenir infernal. Mais en tout cas, cette mécanique, elle est également super pour du jeu narratif, quoi. Clairement, ça, on a envie de le voir dans une partie narrative. On a également un détachement qui tourne autour des personnages qui est très sympa. Globalement, dans ce codex, honnêtement, je trouve que c'est le mieux écrit des trois. On note un vrai ADN qui est vraiment à chaque moment très fidèle au lore. Même si je m'en arrête par exemple au détachement qui tourne autour des transports et des véhicules, la manière dont c'est écrit, putain, c'est totalement Slaanesh approved. Donc un codex qui ressemble beaucoup aux deux précités, mais qui lui a ce petit quelque chose en plus dans l'écriture qui en fait un excellent candidat pour des parties beaucoup plus narratives par exemple. Bon, j'ai dit que je ne parlais pas de la Death Guard aujourd'hui, mais allez, quand même un petit mot sur le codex. Donc ce codex, naturellement, il n'a aucun mal à être bien supérieur aux trois autres. La gamme en figurines, elle change absolument tout. Le détachement véhicule, cette fois, il est super sexy. Celui avec les persos, n'en parlons pas. Vous avez une offre en personnage absolument délirante et un détachement générique qui est super parce qu'en fait, il peut prendre 1001 formes différentes. Le détachement Terminator est très tentant également et en plus, on a en cerise sur le gâteau un détachement horde, donc la fameuse horde de zombies, la horde de Poxwalkers qui, moi, personnellement, m'envoie beaucoup de rêves. Donc lui, on en parlera plus tard, mais nul doute, je vais en parler longuement bientôt, parce que, à mon avis, quand il se sera fait nerfer, parce que pour l'instant, il est beaucoup trop fort, donc j'attends le correctif de règles avant d'en parler. Donc finalement, dans les trois autres codex, ce qui vous est proposé pour varier au maximum le gameplay, c'est soit l'option véhicule, soit l'option spam d'unité, ou soit l'option par exemple personnage, encore que ça ne marche pas dans tous les codex. Donc l'option véhicule, ça va consister, les mecs, à acheter des rhinos, des Predators, des Land Raiders, en gros des figurines qui ont plus de 20 ans, des figurines qui vont pas s'intégrer tip top, hein. C'est des vieux machins, on n'a pas vraiment envie d'en peindre. Donc cependant, naturellement, il existe des alternatives pour rendre tout cela le plus sexy possible, et je vais être obligé de parler encore une fois de Icarus Pattern, ce créateur 3D qui vous propose d'habiller tous vos rhinos, Predator, Land Raider, mais d'habiller d'une manière sans le moindre compromis. Allez jeter un œil à ce qu'est un Land Raider Emperor Children chez Icarus Pattern. Les mecs, c'est n'importe quoi, hein. Il y a des canons soniques de partout, il y a une espèce d'apôtre de Slaanesh qui fait un solo de guitare sur le toit du véhicule avec des haut-parleurs gigantesques derrière. On parle de kits absolument premium, on parle de kits tout à fait chers également. L'option la plus raisonnable, ça consiste à faire du rhino. Honnêtement, les kits rhino, ils tournent autour de 35-40 balles, je crois. Des vieux rhinos, vous en trouverez partout pour pas un rond. Ça peut quand même valoir le coup. Vous pouvez avoir des rhinos hyper personnalisés pour une 50aine d'euros. Je ne m'interdis pas d'en faire en Death Guard. D'ailleurs, il a fait 2 nouveaux rhinos de la Death Guard qui sont sexy comme tout. Bref, là, quelle que soit la faction que vous avez choisie, chez Icarus Pattern, il y a moyen d'habiller
tous les types de blindés disponibles. Donc ça peut être quand même une option assez sexy sur table. Quant au détachement, eh bien, qui s'oriente vers le spam d'unités, bah ça, je vais pas en parler du tout parce que c'est tout simplement, je pense, tout ce dont on a horreur chez Rural Hammer. C'est vraiment l'encouragement à la liste optimisée, à la liste tournoi. Donc voilà, une liste avec 80 Berserkers ou 80 rubriques marines, une liste avec 21 Octoliers. Bon, moi perso, j'ai pas envie ni de voir ça, ni d'affronter ça. J'estime que vous, ça doit pas trop vous saucer non plus. Donc aujourd'hui, on va pas parler de ça du tout non plus. On commence à faire l'impasse sur pas mal de trucs, hein. Donc voilà, dans ces codex, globalement, les listes sont assez tristes. Et à vrai dire, surtout à 2000 points. Une armée de 2000 points en World Eaters, par exemple, c'est la promesse de voir beaucoup de doublons. Donc globalement, des listes assez pauvres, donc des listes assez chiantes. Petit bonus cependant non négligeable, c'est que toutes ces factions ont chacune 3 détachements. Eh bien oui, le board in action, on y revient tout le temps. J'y reviendrai plus tard, mais en gros, toutes ces factions, elles sont couvertes par le bouquin Board in Action et elles vous offrent quand même des options de jeu pas négligeables. Honnêtement, toutes ces factions sont très très bien représentées dans les coursives de vaisseaux spatiaux. Mais au bout de tout ça, vous me direz, mais putain, où veux-tu en venir? Là, t'es en train de nous vendre, c'est notre projet, on ne voit pas l'ombre d'un projet quand même. Bah ouais, les mecs, ça s'appelle une introduction d'une demi-heure, certes, mais une introduction cependant. Parce que ouais, dans tous ces codex, eh bien, il y a un détachement dont je n'ai pas parlé. C'est tout simplement le détachement Alliance démoniaque. Et c'est notre projet du jour, eh bien, il tourne autour de ça. On va construire un projet Alliance démoniaque de 2000 points. Et là, attention les mecs, pour une fois, j'ai beaucoup bossé. On parle réellement d'un très très bon plan à tous les niveaux. Premièrement, le visuel. Une armée d'alliance démoniaque. C'est tout simplement le meilleur moyen de monter une armée surstylée. Visuellement, c'est un des trucs les plus dingues de 40K. Une armée d'Hereticus Astartes marchant côte à côte avec une horde de démons tout droit sortis du Warp. Visuellement, c'est un truc de fou, direct. Vous avez une dualité organique et mécanique qui s'agite dans un tourbillon de puissance Warp. Tout ça, c'est super iconique, quoi. Et pourquoi pas, justement, pousser le délire jusqu'à faire une table royaume du chaos qui va avec, hein. Imaginez le truc, quoi, dédié à un dieu en particulier, les arènes et les idoles d'airain chez Khorne, un jardin horrible chez Nurgle, un labyrinthe minéral chez Tzeentch et un palais lubrique chez Slaanesh. Imaginez la gueule de tout ça. Visuellement, globalement, on va être sur quelque chose de dingue. Mais avant d'en venir à tout ça, comment on va construire la chose? Eh bien, ça va être très simple et ça va s'appliquer à chacune des 3 factions précitées. Globalement, du côté Astartes, la gamme est pauvre, donc on va prendre toutes les datasheets du codex en évitant les trucs chiants, c'est-à-dire par exemple les rhinos et les prédators, et on va faire une armée de 1000 points. Juste en faisant ça, en prenant toutes les datasheets du codex, en ne gardant que le beau. On va faire pareil à peu près du côté démon. Sauf que cette fois, on va plutôt construire 1100 points, 1200 points de liste. Car les personnages, en fait, des armées démoniaques, ils ne sont pas inclus dans les codex Hereticus Astartes, hormis les démons majeurs, c'est-à-dire tous les petits personnages, typiquement Blood Crusher, etc. En gros, tous les personnages d'infanterie démoniaque, donc les champions qui vont mener les porte-pestes, les horreurs roses, etc. Tout ça, ce n'est pas inclus dans les codex Hereticus Astartes. Donc là, naturellement, vous me voyez venir, le but du jeu, ça va être à la fois de jouer une alliance de 2000 points, mais également une armée Astartes de 1000 et une armée démoniaque de 1000. Donc pour anticiper cette non-inclusion des personnages démoniaques, il faut gonfler un petit peu la liste démons, de manière à avoir accès à chacune de ces 3 options.
Donc sur table, la chose peut être relativement peu performante, mais potentiellement surprenante. Les détachements dont on va parler, en fait, ils sont bourrés de potentiel, mais surtout, en lettres majuscules, ils sont hyper narratifs. Donc je résume, on va donc avoir 2000 points à jouer via le détachement Alliance démoniaque dédié, l'accès à 1000 points de Hereticus Astartes via le détachement générique du codex ou potentiellement un autre qu'on va trouver dans les détachements sortis à Grotmass au calendrier de l'Avent. On va également avoir l'accès à un index démon qui est véritablement très bien, plus un détachement monothéiste qui lui aussi est sorti durant la période Grotmass. Et en plus de ça, Boarding Action. eh bien oui, encore et toujours lui, Boarding Action. On va avoir en plus de ça un ou plusieurs détachements Astartes et un détachement, encore une fois, monothéiste super sympa. Bon, ça peut sembler nébuleux au premier abord, mais en gros, ce que je vous propose, c'est un projet qui vous permette de jouer de 1001 manières différentes, tout en représentant un projet modélisme et peinture de toute beauté. Donc, je vais vous expliquer la chose dans les détails, et pour ce faire, on va se pencher sur Khorne. Donc je vais vous présenter dans un premier temps ma petite liste World Eaters générique. Donc comme je l'ai dit, une liste de 1000 points. C'est très vite fait, comme j'ai dit, en fait je pique dans toutes les datasheets du codex en enlevant les trucs ennuyeux. Je me retrouve donc avec un Lord sur Juggernaut, un Master des exécutions, 2 unités de 10 Berserkers, 2 Chaos Spawn, une unité de 3 Octoliers, une unité de 3 Octoliers exaltés, une unité de Gore Mongers, donc la fameuse Kill Team, et une unité de Jackals. Tout ça, ça nous donne 1000 points. Donc ça, on va le jouer via le détachement générique du codex, qui est très basique mais très très bon, ou le détachement sorti à Grotmass qui s'appelle Vaisseau de la colère, qui va s'articuler autour de vos personnages, donc là j'en ai 2, mais également autour de vos champions d'unité. C'est le petit retour des sergents. Donc ce détachement, il est très cool, à vrai dire les deux sont très cool, et il vous propose 2 manières de jouer, ce qui demeure un gameplay assez basique et brutal. Donc déjà une petite liste qu'on peut jouer de 2 manières différentes. Du côté de la liste 100% démon, donc ici je suis à 1140 points. Comme je vous l'ai dit, ça nous permet d'avoir un peu de marge de manœuvre par rapport aux personnages. Donc naturellement, dans toutes ces listes démons, on va aligner un démon majeur. Donc voilà, ni une ni deux. Mon premier QG, c'est un buveur de sang. J'ai ensuite les 2 petits personnages sanguinaires, c'est-à-dire le Bloodmaster et le Skulltaker, qui serviront bien de variables. Donc eux, vous pourrez les inclure dans vos listes monothéistes démons à 1000 points. Cependant, ils seront interdits de participer à l'alliance avec les World Eaters. Pour le reste de la liste, on a 2 escouades de 10 sanguinaires, une escouade de 6 Blood Crushers, c'est-à-dire les sanguinaires sur Juggernaut, 2 unités de 5 petits toutous de Khorne et un petit Skull Cannon pour varier les plaisirs. Et donc cette petite liste démons, donc là vous pouvez la construire un petit peu comme vous voulez, il y a 1140 points, donc on retire quelqu'un, on remet quelqu'un d'autre, voilà. Je vous explique pas comment faire des listes, vous êtes quand même des grands garçons, vous connaissez Bioman. Donc ça, on va le jouer via le détachement, encore une fois, générique de l'index, et donc l'index, ça s'appelle Incursion démoniaque, c'est tout simplement un super détachement. C'est super agressif, ça tourne autour d'une mécanique de frappe en profondeur à 6 pouces, la mobilité est extrême, on a beaucoup de mécanismes de remise en réserve pour ensuite réapparaître complètement ailleurs sur la table. Le démon majeur, quant à lui, il est obligatoire parce que c'est avec lui que vous allez synergiser le plus fort cette règle de détachement qui consiste à étendre votre royaume du chaos.
Bref, tout ça, c'est super fun, c'est super jouable, c'est que du bonheur. Honnêtement, cet index, il existe depuis le tout début de la V10 et eh bien 2 ans plus tard, il est toujours aussi bon. Donc votre liste de démons, vous allez vous amuser avec cet index-là et vous allez pouvoir également choisir la Légion du Sang, donc qui est un détachement sorti durant l'ère Grotmass et qui cette fois naturellement est beaucoup plus corne dans l'esprit. Les mécaniques principales vont consister à faire d'une part du sticky objo et d'autre part du surge move dès que l'ennemi va s'approcher à moins de 6 pouces de vous. Et là, en fait, sur le papier, ça peut faire très très peur. Quelqu'un s'approche de vos sanguinaires, eh bien, vos sanguinaires peuvent immédiatement avancer vers l'ennemi le plus proche et ils peuvent le cliquer. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de bonus de charge et donc ça veut dire que durant le tour adverse, eh bien, c'est bel et bien vous qui allez taper en premier. Donc encore une fois, ce détachement Grotmass, il est au moins aussi cool que l'index générique. Il introduit plein de manières de jouer différentes, tout simplement avec plein de synergies qui tournent autour du mouvement. Donc 2 petites armées de 1000 points pour déjà pas moins de 4 détachements complètement différents. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on retire les petits personnages à pied démoniaques et on se bâtit tout simplement la grosse liste Alliance à 2000 points qui va regrouper tout ce petit monde. Donc sous la bannière de Khorne, ça s'appelle tout simplement le détachement Khorne Daemonkin, qui actuellement, encore une fois, est hyper joué en tournoi. Aujourd'hui, il faut garder à l'esprit que je vous présente des détachements très narratifs, très fun, mais qui potentiellement peuvent être également des horreurs. Donc ce détachement, naturellement, on va y rester un peu plus de temps que sur les autres. La règle d'armée, premièrement, elle est tout simplement excellente, ça s'appelle la dîme de sang. En gros, tu vas gagner des pions en tuant des unités. Ces pions, ils vont pouvoir être dépensés pour gagner soit en puissance, soit en résilience. Il y a des trucs potentiellement dingo, du genre se mettre une invue à 4 sur toute l'armée, se mettre un Feel No Pain à 5 sur toute l'armée, ou plus original, les démons. Lorsqu'ils sont à proximité des World Eaters, ils vont pouvoir gagner eux-mêmes les bénédictions de Khorne, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir participer au grand casino de dés du début de tour. Et ça, les gars, eh bien, ça change tout. Quand vos démons ont eux-mêmes des mécaniques de mouvement accrues, des mécaniques d'attrition accrues, là, c'est plus du tout la même tambouille. Donc, cette règle d'armée, elle est très cool. Il y a plein de manières différentes de la faire. Soit vous gardez des pions de côté un maximum de temps et vous jouez prudent et ensuite vous lâchez une véritable tempête warp sur la table, soit vous y allez progressivement à augmenter dans un premier temps en résilience pendant que vous vous approchez de l'ennemi, puis à faire monter les chevaux en termes d'attrition dès lors que vous êtes au corps à corps. Bref, règle d'armée très très sympa. Du côté des améliorations, on trouve des trucs assez rigolos, comme en premier lieu, la possibilité d'attacher un Lord sur Juggernaut, ça tombe bien, on en a un, à des chiens de corne, ça tombe bien, on en a 10. Donc ce petit Lord sur Juggernaut, qui ne peut mener personne dans le codex World Eaters, eh bien dans cette petite alliance démoniaque, il va pouvoir mener soit des chiens de corne ou carrément des sanguinaires sur Juggernaut. Et là, ça commence à être le kiff. Je passe sur les autres améliorations, c'est tout simplement du corne, c'est-à-dire que vos persos vont faire beaucoup plus mal. Voilà, on ne s'attend pas à autre chose. Du côté des stratagèmes, on a également de quoi se régaler. On a des sanguinaires qui vont pouvoir faire des frappes en profondeur à 6 pouces à la place d'une unité détruite. C'est-à-dire que voilà, vous faites poutrer une unité, par exemple une petite unité de 5 berserkers, et bien boum, vous allez pouvoir faire débarquer 10 sanguinaires à leur place en restant à 6 pouces de l'ennemi. Rien n'indique que vous n'avez pas le droit de charger, donc on apprécie. On a également des stratagèmes qui synergisent directement avec la règle d'armée.
Par exemple, vous parvenez à tuer un monstre ou un véhicule, vous claquez un petit stratagème, ça vous donne immédiatement un gain de D3 pions de dîmes de sang. Donc là, si vous faites un 6, je vous jure, l'ennemi, il va pas être content de vous voir gagner 3 pions d'un coup qui peuvent débloquer des trucs assez dingos comme un vue à 4 et Feel No Pain à 5. Hein. Là, ça commence à pas plaisanter. On a un autre stratagème qui va carrément vous permettre de faire de la résurrection de démons, donc jusqu'à D3 plus 3 sanguinaires qui reviennent, ça fait plaisir, ça raccourcit les distances de charge. On a également des démons qui vont pouvoir repartir en réserve de façon scout, donc là on retrouve un peu l'esprit de l'index incursion démoniaque. Bref, tout ceci est vraiment très cool. Ces synergies, elles vont se faire principalement suivant la proximité de vos deux armées l'une de l'autre. Dès lors qu'en fait vous avez du démon et de l'Astartes à 6 pouces l'un de l'autre, ça vous débloque beaucoup de choses. Et ça va également synergiser beaucoup avec les résultats des bénédictions de cornes dont vos démons vont pouvoir profiter. Et là, potentiellement, ça devient une véritable armée de fous furieux. Bon, ça l'est déjà, mais là, vraiment, quand vous imaginez les démons avoir les mêmes bonus que les Astartes, ça commence à chier très fort. Et donc, dans ces stratagèmes que je vous ai énumérés un peu à la volée, certains d'entre eux vont devenir beaucoup plus forts si vous avez la bonne bénédiction en cours. Par exemple, un stratagème qui consiste à avoir un bonus de mouvement. Si vous avez choisi la bénédiction de corne qui est celle justement du mouvement, eh bien ce stratagème, il prend une autre dimension. Donc en vrai, ce détachement, il est vraiment touffu au final. Il est finalement bien plus stratège qu'un détachement World Eaters classique. Donc c'est que du bonheur. Dans ce genre de détachement, on a une courbe de progression qui est vraiment énorme. Hein. Durant les 3-4 premières parties, on va véritablement apprendre à comprendre comment ça marche. Mais dès lors que vous aurez une certaine aisance avec tout ça, eh bien, vous allez pouvoir faire naître sur table des synergies de zinzin en bossant d'une part vos placements. Ça, je pense que ça va être le gros sujet de cette émission. Ça va être ça, c'est que ces détachements alliances démoniaques, ils font beaucoup appel au placement. Il faut toujours jouer de manière à ce que vous ayez une proximité entre les deux différentes races qui composent cette seule et même armée. Bah bref, il y a une grosse courbe de progression. C'est pas des détachements vraiment clés en main. On a le temps de voir venir avant d'en maîtriser toutes les arcanes. Donc, on en est déjà à 5 détachements avec ce projet de liste à 2000 points. Eh bien, venons-en maintenant à Boarding Action. Eh bien, dans Boarding Action, côté World Eaters, vous avez un super détachement qui s'appelle Boucher d'abordage. Il y a plusieurs listes possibles. Donc naturellement, ça se fait très facilement. On prend un maître des exécutions, on prend au moins 2 escouades de 5 berserkers, et après, vous pouvez jouer soit avec ou sans Thermie, avec ou sans Octolier, avec ou sans Enfant du Chaos. Du côté des règles, c'est les mêmes règles de bénédiction de cornes, sauf que cette fois, vous allez pouvoir en accorder une seule par tour et non pas 2 comme à 40k grand format. Dans le reste, c'est une armée, enfin c'est un détachement qui va provoquer beaucoup de battle shock et des mécaniques d'attrition très classiques mais très efficaces. Bref, on est sur un détachement très basique mais très sympa. Du côté des démons en boarding action, donc là on parle naturellement sur le détachement monothéiste de Khorne, ça s'appelle offensive infernale et là encore c'est pas bien compliqué à monter. Vous prenez 20 sanguinaires, 10 toutous et 1 ou 2 persos et basta. La règle d'armée des démons à boarding action, ça va être la même pour toutes les factions. C'est tout simplement que ça vous donne le droit de charger une unité qui n'est pas visible. Et ça, les gars, c'est un avantage énorme. Vous pouvez vous placer au coin d'un mur, une unité ennemie est de l'autre côté du mur, vous ne la voyez pas, vous pouvez quand même la charger. Ça induit mais plein de mécaniques très originales dans les coursives de vaisseaux. Et quand on parle d'une armée comme Khorne qui excelle au corps à corps, ça fait vraiment très peur. Autre détail rigolo, c'est que vous allez pouvoir éventrer des écoutilles. En gros, tu l'ouvres, et bien plus jamais elle ne pourra se refermer. Donc en gros, c'est no escape. Et la cerise sur le gâteau de ce petit détachement qui fait vraiment peur, c'est un stratagème pour passer à travers les murs.
combiné à un stratagème qui va vous donner plus 2 en mouvement. Bref, tout ça, c'est l'enfer. Et je trouve les règles très bien écrites. Elles insistent vraiment sur le côté complètement surnaturel de ces créatures. Bon, bah, vous voyez, les gars, il y a déjà largement de quoi faire. On en est déjà à 7 détachements et encore au bas mot. Donc, ok, ce projet-là, il est viable. En figurine, c'est accessible. En termes de jeu, honnêtement, vous pouvez jouer à ça pendant 3-4 ans sans problème. Quelles seraient les perspectives pour aller plus loin? Bah là, en vérité, les perspectives, elles dépendent surtout des nouveautés à venir. Et en fait, des nouveautés, nul doute qu'il y en aura, surtout en World Eaters. Donc là, on peut imaginer plein de trucs. L'énorme kiff potentiel, par exemple, d'une armée entièrement montée sur des juggernauts, que ce soit des World Eaters ou des sanguinaires avec des persos qui vont avec une armée de 1000 points entièrement montée sur le Juggernaut. Qu'est-ce que vous dites de ça, les gars, quoi? Et ça, bah, ce sera quelque chose de tout à fait possible. Ce détachement Alliance démoniaque, il est également jouable en 1000 points. Et une autre manière plus pragmatique d'améliorer le gameplay, eh bien ça va être tout simplement de rajouter au moins 500 points de véhicules World Eaters. Allez, admettons, vous craquez la tirelire, vous faites vos courses chez Icarus Pattern, vous payez 2 Rhino et 1 Land Raider, bah ça, d'office, ça vous offre les clés du détachement véhicule, honnêtement, qui est très sympa. La piste Ferro Centaurus, elle est également sympa en World Eaters. Honnêtement, je trouve que le truc a une gueule tellement agressif qu'il suffit de le peindre en rouge ou en blanc pour en faire un monstre d'agressivité qui s'intégrera très bien dans vos listes World Eaters. Quant au prince démon, bah honnêtement, il paraît assez indispensable en l'état actuel des règles. À côté de ça, bah, quelques octoliers ou quelques terminators de plus, ça va vous donner accès au détachement Elite World Eaters, plus le détachement qui est dédié aux octoliers à boarding action. Même chose si on rajoute du Jackals ou du Goremongers en pagaille, ça vous donne l'accès au détachement culte du sang, plus un détachement dédié Jackals à boarding action. Bref, finalement, au-delà de cette liste à 2000 points que je vous ai présentée, quel que soit votre choix en termes d'évolution, en termes d'ajout, il y aura toujours au minimum 2 options de jeu qui vont avec. Et ça, c'est excellent. Le côté alliance, finalement, il multiplie les possibilités. Donc voilà, premier projet, c'est du Khorne. On a déjà une foultitude de détachements avec lesquels jouer. Bon, maintenant que vous avez saisi le concept, je vais aller moins en détail pour les 2 autres armées. Donc, on va maintenant partir du côté des Thousand Sons. Donc, les Thousand Sons, encore une liste à 1000 points qui va pouvoir se jouer une fois encore via le détachement générique ou même celui qui sera dédié aux rubriques Marines. Alors là, vous allez le voir, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Ou encore le détachement Grotmass. Donc, le détachement Grotmass, c'est Warp Bane, je crois, qui est assez similaire au gameplay des Grey Knights. On va tout simplement parler d'occupation de terrain pour profiter des vents de magie et quelque part, entre guillemets, contaminer une zone de la map. Une fois que cette zone est sous votre joug magique, votre joug du warp quelque part, naturellement, des synergies vont s'offrir à vous. Donc dès lors que vous occupez le terrain, vous serez plus fort. C'est un gameplay alternatif qui est vraiment une très très bonne option pour tirer parti d'une liste Thousand Sons assez générique. Cette liste, parlons-en. Côté QG, on a un sorcier exalté, un Infernal Masters qui vont mener chacun une escouade de 10 rubriques Marines. Là, en termes de règles, globalement, il y a une escouade qui va être plus axée à attrition et l'autre qui va plus tanker. On a également un petit chaman Xangor qui va mener une escouade de 10 Xangor. Pour se faire plaisir, on fait péter la Mutalite à Vortex ainsi qu'une escouade de 5 scarabées occultes Terminator et on finit la liste par une escouade supplémentaire de Xangors qui elle ne sera leadée par personne. Donc petite liste de rien du tout, très facile à assembler.
Du côté de la liste démons de Tzeentch, cette fois, donc comme d'hab, on est un peu au-dessus. Là, on est à 1165 points. On regroupe quelques persos à pied qui sont sympas, comme le Change Caster ou le Flux Master ou le fameux Changelin. Et naturellement, on sort le grand perroquet, on sort le Duc du Changement. Du côté Battleline, c'est 10 horreurs bleues et 20 horreurs roses. Et pour se faire plaisir, eh bien, on joue une escouade de 6 Flamers et une escouade de 6 Screamers, les fameux hurleurs de Tzeentch. Des figurines très sympas à faire en termes de peinture. Donc petite liste à 1000 points. Côté Tzeentch, il n'y a pas énormément de monde, hein. Ça va être des listes beaucoup plus faciles à assembler et à peindre. Ça coûtera moins cher également. Donc côté démon de Tzeentch, on va toujours pouvoir le jouer via l'index, incursion démoniaque dont on a parlé précédemment, ainsi que la Légion scintillante, donc qui encore une fois fait partie des sorties grotte masse. La Légion scintillante, c'est une mécanique super originale de pions à dépenser et à échanger avec votre adversaire. En gros, ces pions, ils vont pouvoir vous offrir des rerolls, mais des rerolls en dehors du fameux stratagème commande reroll. Dès lors que vous en dépensez un, votre adversaire va également en gagner un. Et dès lors que votre adversaire en dépense un, ce sera à votre tour d'en gagner un. Donc, votre adversaire, en fait, vous allez lui offrir des opportunités de commande reroll sans dépenser de PC. Donc, nul doute qu'il sera très tenté de s'en servir. Donc ça introduit une espèce de gameplay d'échange vraiment très amusant. Et dès lors que vous, des pions, vous allez en accumuler et que de temps en temps vous allez en offrir à votre adversaire, il va se passer des trucs très rigolos. On retrouve un peu cet esprit un peu foutraque du côté des stratagèmes. On retrouve un peu cette folie kaléidoscopique liée à Tzeentch. Il va se passer absolument n'importe quoi. On va pouvoir, par exemple, déterminer sur quel jet de touche l'adversaire va vous tirer dessus. En gros, l'adversaire vous prend pour cible, vous claquez un petit stratagème. Si vous avez un pion de Tzeentch à dépenser en plus, ce truc sera plus fort. Ça veut dire que ce jet va être amélioré. Ok, vous tirez un 5. Avec votre pion de Tzeentch, ça donne un 6. Eh bien, l'escouade, par exemple, d'Eradicators en face de vous ne va plus vous toucher que sur du 6. Donc, il y a tout ça chez Tzeentch. Les stratagèmes, en fait, ils prennent complètement d'autres dimensions si en plus vous déplacez des pions. Et les résultats, ils sont complètement aléatoires. Ils sont complètement changeant. Donc autrement dit, là encore, du côté jeu narratif, on est complètement dans le Tzeentch mood et c'est absolument parfait. Du côté cette fois de la liste Alliance à 2000 points, ça s'appelle Change Host of Deceit. La règle d'armée va s'articuler autour d'un bonus de proximité à 6 pouces. C'est à peu près pareil, quelle que soit la faction que l'on choisisse. Donc la synergie repose sur ça, sur la proximité à 6 pouces de vos Thousand Sons et de vos démons. Les Thousand Sons, avec cette proximité, ils vont gagner une invue à 4. Donc là, autant parler d'un boost énorme en termes de résilience, tandis que les démons, cette proximité, vont leur amener la règle d'armée Thousand Sons, c'est-à-dire être capable de lancer des sorts. Et ça, c'est trop bien. Même constat, en fait, pour les démons de cornes qui profitaient du casino de bénédiction de cornes, là, on retrouve un peu ce même esprit conditionné à la proximité de 6 pouces. Du côté des améliorations, on trouve des trucs assez délirants, du redéploiement de jusqu'à 3 troupes, d'une invue à 2+ sur un sorcier pendant une phase entière, d'un bonus de sort si la proximité est de 6 pouces, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter des dés à vos lancers de sorts avec la proximité d'un démon ou d'un Thousand Sons, c'est super. On va également pouvoir déclencher du Battle Shock à distance. Si l'adversaire le rate, il va perdre jusqu'à 3 points de vie. Donc
sympa comme tout. Du côté des strats, c'est une excellente petite boîte à outils. On va y trouver du move bonus, du loan opérative à 18, du mot-clé discrétion, du malus de charge dès lors qu'on vous prend pour cible et également du retour en réserve stratégique. Donc une excellente petite boîte à outils. Mais à vrai dire, la règle d'armée seule, elle est suffisante en fait pour vous garantir le fun d'une vraie partie Alliance, Démon et Astartes. C'est vraiment très très sympa. Du côté boarding action, chez les Thousand Sons, on va retrouver le détachement Cabal d'élus. Encore une fois, il y a plusieurs listes possibles. Donc naturellement, un noyau dur de rubrique Marines. En personnage, vous allez prendre un sorcier ou un Infernal Masters. Et là encore, on peut jouer avec ou sans Thermie, avec ou sans Tsangors, avec ou sans Enfant du Chaos. La règle d'armée de cette boarding action, elle est assez délirante. Ça s'appelle la torsion du destin. À chaque fois que vous allez dépenser un PC, vous allez pouvoir potentiellement en regagner sur un G2D, mais suivant le résultat de ce G2D, eh bien c'est votre adversaire qui va en gagner si vous n'êtes pas en ascendance sur votre control map. En gros, c'est une règle d'armée qui va être très efficace pour vous faire gagner du PC dès lors que vous êtes en phase ascendante sur le nombre d'objectifs. Donc c'est important, ça demande à la fois de faire du control map et un peu de stratégie pour les protéger. C'est tout à fait cool. Du côté un peu des règles de détachement, on va trouver un truc assez bourrin, c'est que tous les tirs ignorent le couvert. Bon, même sur de simples bolters, ça va faire chier. Et on a également, en bon petit outil stratégique, un stratagème qui va vous permettre de contester les objets sécurisés et d'empêcher les manœuvres stratégiques. Donc ça synergise particulièrement bien avec la règle d'armée qui se déclenche à condition que vous soyez en bonne position sur les objets de la map. Donc dès lors que vous empêchiez votre adversaire d'y avoir accès, naturellement, ça va bien se passer pour vous. En boarding action toujours, du côté démon, cette fois, ça s'appelle Fournaise Pandémoniaque. Là encore, liste tout à fait basique, ça va être 20 horreurs, 3 flammeurs, 3 hurleurs et 1 ou 2 persos. Idem que pour le détachement précédent, c'est la même règle d'armée. Vous allez pouvoir charger des unités que vous ne voyez pas. Vous allez, avec Zinch, pouvoir tirer sur des unités engagées au corps à corps. Encore une fois, un bonus vraiment bien bourrin. Et pour finir, toujours ce petit stratagème de l'immatérium qui va vous permettre de vous déplacer à travers les murs. Et en fait, ce truc à lui seul peut complètement bouleverser une partie. Donc si je reprends un peu le même paragraphe des perspectives pour aller plus loin, je vais pas me répéter, mais vous rajoutez 500 points de véhicule hyper stylé chez Icarus Pattern, et voilà, on multiplie les manières de jouer. La piste de Tsangors, elle peut être très sympa, conjointement à l'adjonction, par exemple, de Tsangors sur disque, de personnages de Tsangors et de Mutalita Vortex et d'Enfants du Chaos. Eh bien, vous allez pouvoir jouer une petite armée à 1000 points tout à fait thématique via le détachement dédié Tsangors, qui est très très bon, très très narratif, mais également très très fort. Si on pousse du côté de Tsangors, vous avez également un détachement boarding action qui leur est dédié. Si vous poussez du côté Scarabée occulte, là encore un détachement élite dans le Codex Thousand Sons et un détachement élite à boarding action. Bref, tout se démultiplie du côté possibilité de jeu. Mais ne serait-ce que cette simple petite liste d'alliances à 2000 points, qui n'a pas grand monde sur table, c'est déjà une source potentielle de fun assez maximale. Allez, on va essayer de faire encore plus vite du côté Emperor Children et donc la déité Slanesh. Donc je vais pas tout refaire. Le détachement Codex Emperor Children en forme de pari, honnêtement c'est celui qui représente le plus, je pense, un détachement générique. Donc à mon avis c'est celui que vous allez jouer à 1000 points avec votre liste Emperor Children. Cette liste Emperor Children, c'est véritablement la plus simple du lot parce que j'ai pris tout simplement, toutes les datasheets du codex. Un Lord exultant, un Lord cacophoniste, une escouade de 10 infractors, une escouade de 10 tormentors, 5 chaos terminator, 6 flawless blades et 6 noise marine. Terminé, emballé, c'est pesé.
Une liste assez populeuse pour du 1000 points, assez tanky également grâce au Terminator. Bon, assez fragile au demeurant en Emperor Children, surtout quand on prend le parti pris comme moi de jouer sans Rhino, mais véritablement liste à tout faire à 1000 points. Ce truc là avec le détachement en forme de pari, ça va vous donner quand même des options de gameplay très sympas. Passons maintenant à la liste démons, qui cette fois a quand même pas mal de monde. Donc là, je suis beaucoup moins compétent en termes de liste démons Slanesh. Je m'y connais pas grand-chose. Donc là, j'avoue un peu mon incompétence du côté finalement des personnages d'infanterie. Le masque de Slanesh, par exemple, je sais pas des caisses ce que ça fait. Donc néanmoins, on a bien sûr un gardien des secrets. Donc j'ai mis le masque de Slanesh en petit perso, vous pouvez le remplacer par qui vous voulez. Ensuite, naturellement, on a 2 escouades de 10 démonettes, une escouade de 6 fiends, un Hellflayers, cette espèce de gros char de Slanesh, et 2 escouades de 5 veineuses, je crois, ça s'appelle les Seekers, donc des unités de cavalerie. Donc encore une petite liste démons de Slanesh très sympa. Donc ce détachement monothéiste Slanesh à 40k, il s'est récemment fait taper dessus assez fort, tout simplement car il était absolument invivable en tournoi. Malheureusement, dans la foulée, on a également un peu perdu en saveur. La règle d'armée, cependant, manœuvre de séduction, elle reste assez excellente. C'est-à-dire qu'une fois engagé au corps à corps, vous allez pouvoir choisir de vous faire taper dessus en premier, suite à quoi votre rebif, elle sera forcément délirante de violence. Donc là, encore une fois, on retrouve un peu le côté pari lié à Slanesh. Donc, détachement qui reste tout à fait jouable, cependant, malgré le petit nerf qui vient de se prendre sur la tête. Et si on en vient à la liste d'alliances qui s'appelle le Carnaval de l'Excès, ça va, en termes de synergie, beaucoup ressembler à Tzeentch. On va également jouer sur les bonus de proximité à 6 pouces. Et là, cette fois, ça va se manifester sous la forme d'énormes bonus d'attrition. Comme si, en fait, tous ces gens en avaient besoin. Parce que là, globalement, les armées Slanesh... au corps à corps, ça rigole pas, que ce soit du côté Astartes ou du côté démon, ça sature, ça tape fort, et là en fait vous allez gagner des synergies les mecs, des trucs sur le papier honnêtement qui me collent des frissons dans le dos. Du côté des améliorations, on va avoir entre autres un énorme bonus de mouvement pour le gardien des secrets, ce qui va le rendre tout à fait chaud. On va avoir accès à de l'intervention héroïque gratuitement, ou on va avoir accès à de l'invulnérable à 3 pendant une phase entière. Donc tout à fait cool tout ça. Les stratas, ils vont continuer à synergiser beaucoup avec la proximité entre vos deux factions. On va pouvoir se taper une grosse résurrection de démonettes jusqu'à D3 plus 3 petites démonettes, ça fait bien plaisir. Il y a une mécanique en stratagème de double charge qui est potentiellement énorme, c'est-à-dire que vous avez chargé, et bien quel que soit le résultat de ce combat, à la fin de la phase de combat, vous pouvez recharger une unité environnante. Donc là, cette fois, vous n'avez pas tapé une deuxième fois. Faut pas déconner. Donc, il y a énormément de bonus de move dans ce détachement. On va trouver des mouvements d'engagement et de consolidation à 6 pouces. On va trouver de l'advance et charge. On va trouver un petit mot-clé discrétion et également un retour en réserve façon Scout Space Marine. Bref, une belle trousse à outils qui va extrêmement vite. Honnêtement, tous les détachements en Port Children, on retrouve cette idée-là, on retrouve l'idée d'une armée qui va très vite. Une fois alliés avec des démons, les mecs, honnêtement, c'est encore pire. Du côté Boarding Action, ce sera une expérience un petit peu diminuée du côté en Port Children parce que pour l'instant, on a un seul et unique détachement qui est paru dans White Dwarf et qui tourne autour des Terminators et des lames infaillibles, donc les Flawless Blade. Bon, ça tombe bien, on les a dans la liste, donc c'est fait exprès naturellement, et on va pouvoir les jouer. Je vous conseille, dans le White Dwarf spécial Slanesh, sorti il y a à peu près 3 mois, on a un super Battle Report Boarding Action à lire absolument, où ce nouveau détachement fait œuvre de toute sa violence. À vrai dire, sur le papier, il paraît même parmi peut-être les plus forts de tout ce mode de jeu. Du côté démon de Slanesh à Boarding Action, ça s'appelle Carnaval Effroyable.
Encore une fois, on peut charger des unités qu'on ne voit pas. Et ces petites folles de démonettes, eh bien, elles peuvent carrément passer à travers les troupes. Donc, quelles que soient les figurines à vous qu'il y a devant vous, vous passez à travers. Vous pouvez advance et charge, vous pouvez retraite et charge. Tout ça, c'est assez, encore une fois, délirant. Le visage horrifiant, qui est une amélioration qui va empêcher l'ennemi de faire de la manœuvre tactique. Ça, c'est très, très balèze. Bref, encore une fois... Et toujours passer à travers les murs, hein, sinon c'est pas drôle. Bref, encore une fois, un très bon petit détachement démon à Boarding Action. À vrai dire, ils sont tous très cool. Les détachements Boarding Action Astartes font pas trop d'efforts, à vrai dire, parce que les datasheets, en général, se suffisent à elles-mêmes pour faire une bonne bagarre. Mais du côté des démons, honnêtement, ils se sont un peu lâchés. Et là, c'est vrai que, putain... Quoi de plus narratif que d'affronter une horde de démons, mais dès lors que vous allez choisir naturellement le bon petit scénario qui va avec, par exemple, à bord d'un vaisseau maudit ou d'un vaisseau perdu dans le warp. Naturellement, tout ça, c'est très cool. Du côté des perspectives d'avenir en Emperor Children, bah là, à vrai dire, il n'y a vraiment pas assez de figurines pour l'instant. À part rajouter quelques véhicules signés Icarus Pattern et un prince démon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres choix. Donc le simple ajout de ce prince démon et de quelques véhicules va vous donner d'autres options de gameplay à travers le codex Astartes, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin, excepté honnêtement dans ce codex, il y a un détachement qui est vraiment excellent, c'est celui qui tourne autour des transports, hein. Il est vraiment très très bien écrit celui-là. Bon, j'ai fait le tour de ces 3 factions, j'ai fait le tour de toutes les listes. Vous le voyez, c'est quand même assez riche comme l'enfer. Donc si je devais résumer, le projet Alliance démoniaque. En premier lieu, j'ai envie de dire, le premier argument, c'est une présentation de zinzin. C'est un énorme kiff peinture, c'est-à-dire que vous allez déterminer votre schéma de couleur et ensuite, il faudra adopter des techniques qui vont vous permettre d'une part de faire de l'armure et du mécanique et d'autre part de l'organique. Donc là, à vrai dire, tout est possible. Naturellement, si du côté démoniaque, donc organique, on sera très tenté d'utiliser des mécanismes, par exemple, de pré-ombrage et ensuite de peinture contraste. Du côté Astartes, ça peut être de l'aéro, ça peut être de l'huile. Ensuite, ces 2 races différentes de figurines, quelque part, on va pouvoir un peu les allier en termes de rendu, en faisant, par exemple, le même traitement de withering, de salissure. Et en termes de schéma de couleur, faut pas oublier que dans toutes ces armées, vous avez 2 choix officiels. Soit le schéma 40K, soit le schéma 30K. Et ça, je vous recommande d'y réfléchir à 2 fois. Hein. Parce que pour la plupart d'entre elles, sauf pour les Thousand Sons, je trouve le schéma pré-hérésie toujours meilleur. Une armée de World Eaters en blanc, éclaboussé de sang avec des épaulières bleues et de l'or, ça tue. Et si vous voulez faire une bonne alliance avec vos démons, eh bien vous pouvez très bien faire des démons de cornes en blanc. Ça rendra forcément mortel. Côté Thousand Sons, là en termes de peinture, je pense que c'est l'armée la plus ambitieuse, enfin dès lors qu'on veuille l'originalité, parce que je veux dire, donner corps à des vents de magie, ça sur une figurine, ça peut être absolument n'importe quoi. Il y a pas mal de bits qui existent en fait pour habiller vos Thousand Sons de vents de magie. Si vous jetez un coup d'œil par exemple chez Deadly Print Studio, qui est une espèce de spécialiste en effets pyrotechniques sur figurines, il a plein de trucs Thousand Sons pour habiller vos socles, pour habiller les bouches de feu de vos bolters, de vos canons, faire naître en fait du feu warp dans les mains de vos sorciers. Il y a tellement de trucs à faire, donc ça naturellement, moi les Thousand Sons, là par contre je resterai en bleu, je pense pour des Thousand Sons, mais en blanc c'est tout à fait possible aussi. Et du côté vent de magie, ça peut aller vers l'émeraude, le rose, le turquoise. Là, il y a vraiment moyen de se lâcher un maximum sur certaines pièces comme la Mutalita Vortex. Alors là, je veux dire, c'est la fiesta à l'aéro, ce genre de figurine. Bref, énorme kiff potentiel. Et du côté Emperor Children, là, tout est à faire, genre, je pense, en termes de schéma de couleur. C'est une armée très jeune, on ne l'a pas encore énormément vu sur les internets, mais naturellement, tout ce qui va tourner autour du rose, du pourpre et du fuchsia va tourner à merveille, du violet
aussi, bien entendu. Bon, donc, en premier argument, c'est ça. C'est une présentation de zinzin. Ça va être vraiment une armée de toute beauté. Ensuite, il y a aussi l'énorme kiff, naturellement, de jouer un démon majeur. Et si vous poussez un peu les curseurs en termes de taille de liste, ce démon majeur, il peut être plus tard épaulé d'un prince démon ou voire carrément d'un primarque. Si vous avez dans une seule et même liste un gardien des secrets plus Fulgrim, plus un prince démon ailé. Donc là, c'est le genre de brochette qu'on n'imagine pas à moins de 3000 points. Mais bon, c'est de la triche, tout ça. On est sur des figurines à quasiment 400 points pièce. Donc ça va aller assez vite à monter. Bon, là aussi, c'est un gros kiff. Le kiff de jouer des grosses pièces. Franchement, les démons majeurs, j'en ai pas parlé de leur datasheet, mais naturellement, vos petites listes de démons à 1000 points, elles ont toutes la même pièce centrale. Ce sera celui-ci. Et troisième argument qui est assez décisif, c'est les possibilités de jeu. J'ai pas fait le compte exact, mais grosso merdo, pour chaque projet là que je vous ai dit, à chaque fois, c'est de 5 à 9 détachements jouables. Que ce soit à 1000, à 2000 ou à Boarding Action. Et cette liste déjà exhaustive, vous pouvez très bien la rallonger de 2 ou 3 si vous vous amusez à inclure un peu plus de véhicules, un peu plus de monstres ou un peu plus d'unités thématiques comme les Jackals ou les Tsangors. Il y a vraiment pas mal de trucs à faire là-dessus. Donc le moins gâté pour l'instant, c'est le Emperor Children. Donc ça, c'est assez bizarre parce que moi, j'estime que c'est eux qui ont le meilleur codex. Par contre, ils sont les moins gâtés en termes de richesse de détachement parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas eu encore. On n'a pas encore trouvé, par exemple, l'équivalent des cultistes chez les Emperor Children, alors que chez les Thousand Sons, par exemple, on est quand même assez bien pourvu. Bref, est-ce que finalement ce projet n'a que des avantages ? Non, il faut quand même que je vous parle un peu des inconvénients. L'inconvénient premier, selon moi, c'est qu'on parle d'armées de démons assez vieillissantes. Évidemment, si on les compare à leurs copains Astartes qui ont tous à peu près moins de 5 ans, globalement, il y a un certain déséquilibre. Néanmoins, moi, ces figurines, ça ne m'empêche pas de bien les aimer quand même. Honnêtement, une armée de démons de cornes, je trouve que ça a toujours autant de la gueule. Des porte-pestes qui entourent un grand immonde, ça a toujours autant de gueule. Et ces figurines de Tzeentch, quand même, qui sont assez sans équivalent en termes de présentation. Honnêtement, les horreurs roses et tout, moi je trouve ça fandard. Les screamers de Tzeentch aussi, j'adore ces figurines. Bref, c'est vieillissant certes, mais pour moi c'est toujours aussi charmant. En termes de jeu, le principal inconvénient, ça va être que ces détachements alliances dont je vous ai parlé, qui sont très conditionnés par la proximité de vos troupes l'une de l'autre, ça va être des mécaniques qui seront très facilement contrées par l'ennemi. Si l'ennemi décide de ne se concentrer que sur une seule de vos deux factions, et ce sera sans doute les démons dans un premier temps parce qu'ils sont plus fragiles, vous allez tout perdre, les gars. Donc c'est pour ça que j'insiste quand même pas mal sur le côté stratège de ces détachements alliances. Honnêtement, ils sont potentiellement très forts, mais ils sont également difficiles à jouer. Cependant, je trouve qu'en fait, on a tous les outils qu'il faut pour, par exemple, mener une bataille entière en exposant presque uniquement que de l'Astartes, c'est-à-dire vous progressez en laissant les démons à couvert, mais à proximité. En jouant finaux comme ça, de couvert en couvert, honnêtement, vous allez pouvoir diminuer ce qu'est censé être un impact négatif. Cet impact négatif, franchement, si le joueur d'en face veut être méchant, c'est simple, il vous bute tous vos démons jusqu'au tour 2. Après, vos Astartes se retrouvent à poil, mais j'ai envie de dire, c'est quand même des Astartes, quoi. Je veux dire, les mecs, ils devraient se démerder tout seuls. Donc, à mon sens, tout ça reste profondément jouable. Bon, la preuve, c'est qu'il y a certains de ces détachements qui gagnent des tournois. Le détachement Alliance de Khorne, il est absolument phénoménal en ce moment en tournoi. Pourtant, il est tout autant conditionné que les autres à cette proximité de 6 pouces avec des démons qui se font facilement tirer dessus. Mais bon, avec un joueur pro, nul doute que ça peut potentiellement gagner des tournois. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, on s'en fout. Nous, on s'intéresse au fun et honnêtement, moi, le fun, je le vois partout, Je le vois vraiment partout. Dans les listes à 1000 points Astartes, franchement, on est toujours sur un gameplay un petit peu basique, mais les détachements démons, ils sont super. L'index démon à lui seul, franchement, il vous garantit
de nombreuses parties trop cool, hein. Les règles d'armée de ce truc sont vraiment excellentes, quoi. C'est hyper anxiogène pour l'adversaire, c'est hyper fun pour vous, c'est parfois un peu faiblard, mais on s'en fout, tu vois. L'esprit des royaumes du chaos, il est complètement là, quoi. Donc certains me diront, ouais, en désavantage, on n'a pas de vrai codex démon. Je fais, attends, vous vous foutez de ma gueule en fait. On a un index qui est archi complet. On a un index générique qui regroupe toutes les factions démoniaques possibles, l'incursion démoniaque. Et ensuite, on a tous les détachements monothéistes du monde. Et ça, c'est gratuit. Dire à quel moment un codex gratuit est un désavantage? Tout est cool, tout est gratuit. Là, je vois vraiment pas en quoi l'argument pas de codex serait un défaut. Et parlons d'autre chose, c'est des rumeurs qui ont un peu subsisté pendant un moment, des rumeurs concernant la disparition à venir des démons. Eh bien, ce à quoi je réponds, mais jamais de la vie, les démons ne peuvent pas disparaître. Ils sont un des enjeux majeurs de la galaxie. Et ils sont tout simplement la seule menace dans l'univers qui n'est pas tuable. En fait, un démon, quand vous le tuez, il retourne dans le warp, mais il finira toujours par revenir. Bref, les démons sont là pour toujours, et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de codex en V10 que Game Workshop va les raturer, ces petits chéris. Ce n'est tout simplement pas possible. Bon, les gars, je pense avoir fait le tour de ce nouveau projet liste démoniaque. Honnêtement, enfin alliance démoniaque, honnêtement, je pense pas me gourer. Je pense qu'on est sur un très très bon projet qui vous occupera. C'est pas un projet dingue, je pense, en termes de peinture, tout ça. Pour les plus lents, ça pourrait peut-être prendre 1 an. Mais globalement, des démons, c'est pas si compliqué à peindre. Côté Astartes, on n'est pas sur des listes très populeuses, mais nom de Dieu, par contre, en termes de présentation, ça claque tellement, et en termes de jeu, c'est tellement riche. Là, honnêtement, je pense qu'on est tout simplement sur le meilleur rapport qualité-prix possible en termes de projet. Il y a des projets parfois qu'on monte, et putain, moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, moi, mon projet Custodes, tu vois, j'ai peut-être joué 2 détachements différents. Je les ai peut-être joués en tout et pour tout 5-6 fois, et emballer, c'est peser, ça fait très longtemps que j'y ai pas touché. Là, tu vois, ce type de projet qui te permet à la fois de jouer à 1000, à 2000, en board in action avec 2 armées différentes, putain... Là, on est sur un autre délire, hein. En termes d'investissement. Donc l'investissement, certes, il sera important, hein, d'autant plus que là, on peut parler, un inconvénient à ne pas perdre de vue, c'est l'absence totale d'offres de démarrage en démon. Il n'y a pas de combat de patrol, il n'y a pas de start collecting, alors qu'avant, c'était le cas. Là, vaut mieux peut-être attendre en vérité, hein. Est-ce que une Battle Force de Noël avec des démons, est-ce que ce truc repoindra un jour le bout de son nez? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, commencer une armée de démons, c'est tout simplement acheter des kits à l'unité, et vous connaissez très bien le prix honteux de ces kits à l'unité. Regardez combien ça coûte, par exemple, une bête de Nurgle. C'est absolument débile. Bref. Petit point noir quand même du côté des finances, hein, du côté des démons. Putain, les démons, c'est vieux, et en plus ça coûte cher. Mais bref, je n'en démords pas. Ce projet-là, c'est tout simplement le meilleur investissement possible en termes de jeu. Le détachement Alliance, c'est un multiplicateur de possibilités, et j'avais envie de vous en parler. Bref, j'espère que vous êtes saucés, j'espère que ça vous aura plu. Ce petit, c'est notre projet beaucoup plus travaillé que d'habitude, et encore, je vous ai pas tout dit pour pas faire une émission trop longue. Bref, j'espère que parmi vous, il y aura des candidats, et moi, quand il y a des candidats, ce que je kiffe par-dessus tout, c'est quand 6 mois plus tard, ils m'envoient toutes les photos de leur armée qu'ils ont construit suivant les idées émises dans l'émission. Alors ça, on ne peut pas me faire plus plaisir que ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture et bonne hérésie. L'hérésie, je pense que ce sera le prochain grand thème du podcast. Je suis à fond dedans, je lis tous les bouquins. Ces bouquins, les mecs, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont beaux, c'est du vrai gros putain de bouquin. Ça fait trop plaisir, du lore de partout. Oh là là, c'est génial. Bref, on reparle de tout ça très bientôt. Portez-vous bien, bel été, belle peinture. À plus tard.